En sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le 1er mai est la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. J'en profite pour les saluer aujourd'hui. Le rapport est essentiel à l'économie et à l'ensemble des régions du Québec. Sans main-d'œuvre, il est difficile de créer de la richesse ou encore d'attirer des investisseurs privés. Cette disponibilité de la main-d'œuvre, c'est un élément majeur. Lorsque vient le temps de choisir un lieu où établir ses activités, il est important de miser sur le capital humain. À Bécancour, cependant, 1030 travailleurs de l'aluminerie ABI sont en lock-out depuis maintenant 16 mois. Ce conflit de travail a non seulement des répercussions sur eux et leurs familles, mais également sur l'économie de toute la région. En campagne électorale, le premier ministre a donné sa parole aux syndiqués à l'effet qu'il résoudrait le conflit. Son ministre du Travail était à ses côtés lorsqu'il a pris cet engagement et c'est une autre promesse qui semble s'envoler. Début avril, coup de théâtre de la part du premier ministre, il prend clairement parti pour l'employeur en mentionnant que la partie syndicale doit être celle qui doit faire le plus de compromis. Je le cite, « Le syndicat n'est pas raisonnable dans ce dossier ». Est-ce que le premier ministre souhaite profiter aujourd'hui de cette journée internationale pour reconnaître que son ingérence a nui à la crédibilité de son ministre et à la résolution de ce conflit? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, moi aussi, je vais en profiter, étant donné qu'on est le 1er mai, pour souhaiter bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses. J'aurai l'occasion cet après-midi de rencontrer les présidents des grands syndicats au Québec. Maintenant, concernant le dossier d'ABI. Bon, on le sait, puis je l'ai souvent répété, le problème au Québec, ce n'est pas tellement de créer des emplois ou de réduire le taux de chômage, c'est vraiment d'augmenter le salaire moyen. On a un salaire moyen au Québec d'à peu près 49 000 par année. Il faudrait l'augmenter à 53 000 pour rejoindre l'Ontario, pour commencer à recevoir moins de péréquation, être moins dépendant de la richesse du reste du Canada. Pour y arriver, il faudra être capable d'avoir plus d'emplois dans le secteur manufacturier. Or, on a un problème actuellement quand on regarde le coût de la main-d'œuvre dans certaines entreprises manufacturières, le coût est plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, je pense qu'il va falloir faire un appel aux syndicats, puis incluant aux métallos, pour être plus raisonnable. Dans le cas d'ABI, le salaire moyen est de 92 000 par année. Donc, ça fait partie des 9 des personnes les mieux payées au Québec. Donc, le ministre du Travail a déposé une proposition, entre autres, de retour au travail, où on demande des garanties à l'employeur sur le nombre de personnes qui vont revenir au travail. Mais j'ai dit tout simplement ce que je pense, la vérité, c'est-à-dire qu'il va falloir être raisonnable si on veut créer plus d'emplois payants dans le secteur manufacturier. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez, autant les travailleurs que les employeurs s'entendent pour dire qu'un premier ministre doit éviter de prendre parti dans un conflit de travail privé. La politique, ça a un devoir de neutralité dans ce domaine. Le droit du travail québécois est fondé sur la négociation de bonne foi et sur l'équilibre des forces. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de reconnaître qu'il est allé trop loin dans ce conflit en prenant position pour l'employeur? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, il m'est arrivé de parler de certains employeurs pour dire que dans certains cas, ils exagéraient. Je vais continuer de le faire. Quand un syndicat exagère, je pense que c'est mon devoir de le dire. Par contre, dans une entreprise privée, ça sera aux travailleurs, aux employés de décider. C'est un conflit privé, donc les employés auront à voter s'ils acceptent ou non la proposition de l'employeur. Donc, en bout de ligne, ce sont les employés qui vont décider, mais je pense que donner une indication, c'est le rôle d'un gouvernement. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. La conférence du premier ministre a soulevé, vous le comprendrez, la colère des travailleurs et même le président syndical a déclaré, et je le cite, « Je trouve ça décevant d'avoir eu une rencontre avec mon premier ministre et de l'entendre dire des menteries. Je trouve ça déplorable. » Que compte faire le premier ministre maintenant pour résoudre le conflit?
Je vous demande également de faire attention aux propos, même en citant. On doit être prudent pour les mots utilisés, notamment celui dont on vient de parler, mais même en citant, on doit être prudent. Monsieur le Premier ministre, réponse, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, je pense que c'est connu, puis on a fait même, la proposition a été rendue publique. Actuellement, l'employeur propose 7 500 heures de libération syndicale. Le syndicat en demande 10 000. L'employeur propose de contribuer 60 au fonds de pension, 40 pour l'employé. Ce sont des faits connus. Moi, je pense qu'il doit y avoir des compromis qui sont faits. Ce sont des emplois payants. C'est important pour les employés, mais c'est important pour toute la région de la Mauricie, puis celle du centre du Québec. Il y a des retombées importantes chez des sous-contractants, des fournisseurs. En terminant. Je rappelle que les libéraux n'ont rien fait pendant 8 mois. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre du Travail avait promis une entente pour le 30 novembre 2018. L'échéance à la suite a été repoussée au 21 décembre. Puis finalement, la dernière hypothèse de règlement ne semble pas passer. Une fois de plus, le conflit de travail chez ABI est dans l'impasse. Est-ce que le premier ministre envisage maintenant de présenter une loi spéciale pour mettre fin à ce conflit de travail qui perdure? Monsieur le Premier ministre. Et boy! Le Parti libéral dit le gouvernement ne doit pas intervenir, mais il nous suggère de faire une loi spéciale dans une entreprise privée. S'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est vraiment contradictoire la position du gouvernement libéral de janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2018. Ils n'ont rien fait. Maintenant, ils nous accusent de ne pas avoir trouvé une solution dans un conflit privé, veulent faire une loi spéciale. Qui a discuté de ça avec les métallos? Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent, s'il vous plaît. La parole n'appartient qu'à vous. Le premier ministre parle d'exagération, mais il faut le faire, hein? Parce qu'en parlant des maternelles 4 ans, nous, ça fait des mois qu'on vous le répète que c'est une promesse irréaliste, qu'il n'y a pas vraiment de demande, qu'il n'y a pas d'enseignants, parce que oui, il y a une pénurie d'enseignants, qu'il n'y a pas de locaux. Mais malgré ça, le premier ministre décide, on y va. En campagne électorale, il a promis 5 000 classes pour ces maternelles mur à mur. Il a dit que ça va coûter une centaine de millions. Nous, contrairement au premier ministre qui est un comptable, nous, on a décidé de compter. On a chiffré cette promesse à 2 milliards. Le premier ministre, non, inquiétez-vous pas, ça ne coûtera pas ça. Maintenant, on se rend compte que pour les classes qui veulent mettre n'importe où, n'importe comment, ça ne coûtera pas 122 800 $ tel que chiffré par un comptable. Ça va coûter presque 1 million de dollars. Ça, c'est pas passer du simple au double, c'est 6 fois plus cher que ce qui est prévu. Alors, est-ce que le premier ministre sait compter? Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci bien, Monsieur le Président. Écoutez, hier, on a rendu public un sondage, en fait, une consultation qu'on a fait auprès des commissions scolaires fin 2018, début 2019. Consultation très positive qui nous a permis d'augmenter la cadence. On pensait déployer 200 classes en septembre prochain. Finalement, ça a été 250 classes. Et ce qu'on retient, c'est que même en déployant ces 250 classes, il reste plus de 709 classes libres dans nos écoles primaires, disponibles pour ouvrir des maternelles 4 ans. 709 classes qui sont des locaux vides en ce moment qui vont coûter 0 au plan québécois des infrastructures. Et ça, c'est une richesse incroyable, mais de l'autre côté, ils souhaiteraient qu'on les laisse vides, ces classes-là. Ils aiment ça, payer du chauffage pour des classes vides, et on devrait prendre de l'argent pour, selon eux, investir juste dans le béton, puis bâtir, à côté de cette école qui a des classes vides, des services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Quand on a plus de 700 classes vides, le gros bon sens, c'est de les utiliser et de donner à nos jeunes les meilleurs services qui soient au meilleur coût. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. S'il vous plaît. Monsieur le Président, tout le long du discours de la CAQ, on parle toujours de classe. On ne parle jamais d'enfants. Alors, nous, on a demandé si vous voulez construire à n'importe quel prix, même si c'est le gros prix, avez-vous des enfants? Mais non, ils vont faire du maraudage à un CPE parce qu'il n'y a tellement pas d'inscription. Hier, ils nous disent que votre liste, vous en avez une liste? Bien oui, moi, j'ai fait des demandes dans notre réseau parce qu'eux autres, ils nous parlent. À l'école Monseigneur Boucher, 0 inscription. Vous avez ouvert une classe.
École Marie Médiatrice, 0 inscription. École des Hauts-Clochers, 0 inscription. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, bien, Monsieur le Président, on a un programme extraordinaire pour offrir le meilleur à nos enfants. On a un programme ambitieux, puisque le statu quo nous fait reculer. On l'a vu, là, d'année en année, nos jeunes arrivent à maternelle 5 ans avec davantage de vulnérabilité dans des domaines globaux de développement. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on crée un programme ambitieux, le déploiement de la maternelle 4 ans, non obligatoire, gratuit pour tous. Il y a des familles qui vont choisir de laisser leur enfant ailleurs, de le garder à la maison ou de le laisser dans des services éducatifs à l'enfance. Il y a des familles qui vont choisir les maternelles 4 ans. Mais il faut faire attention, on n'aura pas besoin de bâtir chacune des classes qui vont accueillir ces maternelles 4 ans. Il y en a plus de 700 qui attendent des enfants. Eh bien, on va les utiliser. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Clairement, le ministre de l'Éducation est complètement déconnecté avec son réseau parce que partout, il manque des classes pour les besoins réels actuels. En ce moment, les commissions scolaires demandent de l'argent additionnel pour répondre à la seule promesse du premier ministre, celle des maternelles 4 ans. Ça commence à coûter pas mal cher sauver votre siège parce qu'en réalité, c'est pas 2 milliards que ça va coûter. Votre président du Conseil du Trésor a budgété 900 millions de dollars pour les maternelles 4 ans. Maintenant qu'on sait que c'est 6 fois plus cher, est-ce qu'on doit faire 900 millions fois 6? Monsieur le ministre de l'Éducation. Bon, ce n'est pas la seule mesure. Je vais quand même informer ma collègue que c'est une bonne chose d'utiliser des locaux qui sont vides quand on a des besoins pour des enfants. En passant, il y a à peu près 20 000 enfants de 4 ans en ce moment qui ne sont dans aucun service. Et hier, on avait un collègue qui, lors de l'étude de crédit, révélait qui a parlé directement à une enseignante qui disait qui enseigne dans une maternelle 4 ans en ce moment, qui disait 70-80 des enfants n'étaient dans aucun réseau avant d'aller en maternelle 4 ans. Mais pour ma collègue qui pense qu'on ne fait que ça, bien, il faudrait voir tout ce qu'on fait pour la valorisation de la profession enseignante, pour encadrer mieux nos jeunes, pour réussir l'insertion professionnelle, pour le programme de parascolaire, pour des professionnels dans le réseau. J'ai même pas assez de temps pour dire tout ce qu'on fait. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, on ne sait plus trop quoi croire avec le ministre délégué à la Santé. En rappel, pour les fonds de prévention au cannabis, un jour, il annonçait 25 millions. Le lendemain, les fonds n'étaient pas vraiment ficelés. Le lundi suivant, il faisait un mea culpa public. Et ensuite, le Conseil du Trésor nous disait qu'il n'avait jamais même demandé ces sommes. 4 versions. Ensuite, au début d'un scrum, il dit qu'il ne changera absolument pas son projet de loi. 30 secondes plus tard, il dit dans le même scrum « Non, j'ai jamais dit ça ». Dans sa mêlée de presse suivante, il affirme haut et fort « On ne reculera pas ». Puis en anglais, il dit « Who said I didn't want to change anything ». 4 versions. Mais hier c'était le bout. En crédit, le ministre a affirmé qu'il n'y avait aucun avis juridique pour savoir si son projet de loi contrevient aux chartes des libertés. En 2 minutes, il est passé de « j'ai pas d'avis juridique » à « ces données sont confidentielles » à « moi, je l'ai pas vu » à « j'ai pris pour acquis que tout était correct ». 4 versions. Pour l'avenir, juste pour qu'on se comprenne, est-ce qu'on prend la première, la deuxième, la troisième ou la 4e version du ministre? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, on prend toutes ces versions. Le député de Pontiac sait très bien, ayant été ministre lui-même, que le projet de loi a été écrit avec les juristes de l'État et que j'ai tenu compte des avis verbaux et écrits de tous des juristes qui ont participé à l'écriture de ce projet de loi. Le projet de loi qui a été déposé est conforme. Le projet de loi a pour but de défendre la santé mentale des enfants. Ce qu'on ne comprend pas de l'opposition, c'est un jour, on veut protéger la santé mentale des enfants, un jour, on veut leur vendre du cannabis. On ne comprend pas exactement ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger la santé mentale des enfants. Monsieur le Président, oui, on a tenu compte des avis légaux des juristes. Oui, le projet de loi est conforme. Oui, on va de l'avant. Et j'espère que mon collègue de Pontiac, au moment où ce sera approprié et non pas à l'étude des crédits, va nous aider à faire progresser le projet lors de l'étude détaillée. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, ce qu'on comprend, c'est que le ministre, malgré un risque évident de contestation, malgré un risque évident de discrimination basée sur l'âge, malgré le risque évident d'invalidité constitutionnelle, n'a même pas lu l'avis juridique. C'est lui qui l'a dit. Il a pris pour acquis que ce n'était pas un problème. Quand les policiers lui disent « c'est pas une loi applicable », il baisse la tête et il fonce. Quand les avocats lui disent que sa loi va être invalidée, il ne se donne même pas la peine de lire leurs arguments. Est-ce que c'est pour ça qu'il a refusé d'entendre le barreau du Québec? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Nous avons, Monsieur le Président, à l'étude du dossier, on a eu plusieurs invités qui nous ont partagé leurs avis.
Premièrement, oui, j'ai lu les conclusions des avis juridiques et oui, ce qui a été déposé est adéquat pour aller de l'avant. On a toute la légalité, la constitutionnalité pour aller de l'avant avec ce projet de loi. Nous allons y aller et j'espère que mon collègue va nous aider à l'étude détaillée du projet de loi. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Ici, en cette Chambre, le 19 février, la ministre de la Justice a refusé de dévoiler les avis juridiques. J'ai pas d'enjeu avec ça, mais elle s'est défendue en disant « c'est pas un caprice, c'est pas parce que j'ai pas conseillé mon collègue sur les différents risques. Ça a dû être short, pas à peu près comme conversation, parce que hier, le ministre nous a dit qu'il n'y en avait pas d'avis juridique, qu'il ne l'avait pas lu, qu'il avait tout pris pour acquis. Alors, est-ce que c'est la ministre de la Justice qui n'a pas fait son travail et qui ne l'a pas conseillé, ou est-ce que c'est le ministre délégué à la Santé qui l'a ignoré? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, encore une fois, j'ai lu les conclusions des avis juridiques. J'ai pris tout ce qu'il fallait comme mesure pour s'assurer qu'on puisse aller de l'avant avec le projet de loi. Maintenant, ici, là, c'est un projet de loi qui veut protéger la santé mentale des jeunes. C'est sur ça qu'il faut revenir et c'est sur ça qu'il faut focusser. Non, c'est pas banal et c'est important d'aller de l'avant. Moi, j'aimerais savoir, dans les 15 dernières années, combien d'avis juridiques l'ancien gouvernement a déposé à cette Assemblée. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Monsieur le Président, la seule qualité du fiasco caquiste des maternelles 4 ans en ce moment, c'est qu'ils ne pourront plus jamais reprocher à la gauche de ne pas savoir compter. En campagne électorale, le premier ministre nous promettait qu'une classe de maternelle 4 ans, ça allait coûter 122 000 $ et aujourd'hui, on se rend jusqu'à 1 million pour un coût moyen de 800 000 $. C'est un dépassement de coût qui ferait rougir le stade olympique. Le ministre nous dit que c'est le coût normal d'une classe. On s'imagine que ce coût-là n'a pas changé depuis l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que le cadre financier de la CAQ a été fait sur le coin d'une table ou est-ce que c'était carrément de la fausse représentation? Moi, j'en reviens pas. On a un comptable à la tête du gouvernement, un gouvernement qui est formé de gestionnaires, d'entrepreneurs, et on continue de foncer tout droit dans le mur des maternelles 4 ans. Ça coûte 6 fois plus cher pour en faire 2 fois moins. Ça prend pas une formation de comptable pour se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Les Québécois, eux, ils font attention à leur budget. Ils veulent en avoir pour leur argent. Est-ce que le ministre peut faire preuve de la même précaution avec les fonds publics, revenir sur sa promesse qui reposait sur des mauvais calculs? Monsieur le ministre de l'Éducation. Le meilleur calcul qu'on peut avoir, c'est d'investir dans notre jeunesse, leur donner toutes les chances de se rendre en première année avec une vraie égalité des chances. Si ma collègue veut faire un débat de chiffres, allons-y. Le décrochage scolaire coûte plus de 1,5 milliard par année au Québec. Et là, je ne parle pas des coûts sociaux, je ne parle pas des drames humains, je ne parle pas des parents qui vivent des deuils parce que leurs enfants ne diplôment pas. Je ne vous parle pas des parents qui sont obligés d'aller au privé parce que leurs enfants ne sont pas allés en maternelle 4 ans. Ils n'ont pas bénéficié des services. Moi, là, j'enseignais en 5e année, 6e année. Ça m'est arrivé des dizaines de fois de me rendre compte quelque part en septembre, octobre, novembre, décembre que des jeunes avaient une dyslexie, puis de demander une évaluation, bien, ce n'était pas fait. Il n'y avait pas les services professionnels pour faire le dépistage et l'intervention. Ça se fait en ce moment en 3e, 4e, 5e année. On veut le faire en maternelle 4 ans pour dépister, agir tôt, prendre soin du monde, puis avoir une vraie égalité des chances pour que les parents ne soient pas obligés d'aller au privé pour ceux qui peuvent se le payer. Puis ça les dérange. C'est drôle que ça dérange la gauche d'investir dans les services publics. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke, vous êtes la seule à qui appartient la parole. On a appris hier que ça coûte 10 300 $ par année pour une place en maternelle 4 ans. Le ministre de l'Éducation refuse de demander un comparatif avec les CPE avant de prendre des décisions, puisque toute personne sensée ferait. Moi, je vais lui en fournir un comparatif. En CPE, chaque place coûte à l'État un petit peu plus que 5 000 $. On crée pratiquement 2 places au lieu d'une avec les mêmes fonds publics sans rien perdre en qualité. Pourquoi est-ce que le ministre refuse de comparer les scénarios avant de couler des milliards de fonds publics dans le puissant fonds des maternelles 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation. Je ne commenterai pas les chiffres de ma collègue, là, parce que ça balance pas, comme on dit. Mais je peux vous dire quelque chose. Les 250 classes qu'on ouvre supplémentaires en septembre prochain nous coûtent 0 $ en PQI. Ces classes-là étaient vides, c'est quand même particulier. Elles voulaient qu'on laisse des classes vides dans nos écoles. Nous, on préfère les utiliser pour donner des services de qualité aux enfants. Bien, ça coûte 0 $ PQI. 250 classes, c'est des places pour 4 250 enfants de 4 ans. Si on avait voulu... Ça va être ton tour tout à l'heure. Si on avait voulu, tout à l'heure...
savez, un instant. Je me fais Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Ça va être votre tour. Monsieur le leader du... Je pense qu'il y a d'autres manières de s'adresser à la députée de Sherbrooke que comme vient de le faire le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, vous savez, lorsque vous conférez un droit de parole ici en cette Chambre à un député, vous nous le répétez constamment, il n'y a que le député qui a la parole qui doit intervenir en cette Chambre. Or, manifestement, tout le monde ici en cette Chambre a entendu la députée de Sherbrooke interpeller le ministre de l'Éducation alors qu'il était en train de commenter. Je nous invite, dans le cadre de nos échanges, à respecter le droit de parole dans le décorum de chacun des élus ici à l'Assemblée nationale. Ça va faciliter la conduite de nos débats, Monsieur le Président. C'est tout, c'est pas la première fois qu'on en parle et on le sait. On évite de s'interpeller, qu'on se rappelle cette règle. On s'adresse à la présidence, on est attentif aux questions et aux réponses et c'est une personne à la fois. Comme ça, on évitera des problématiques comme celle-ci. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Mais là, je n'ai plus de temps de parole. C'est son tour. Je vais la laisser s'exprimer. Je reprendrai. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. On va passer rapidement sur le fait que le ministre mélange le PQI et les coûts d'opération. Monsieur le Président, hier, le premier ministre a dit qu'il détestait les consultations, les comités, les forums. Mais j'ai une petite nouvelle pour lui. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On prend le temps de réfléchir avant d'agir, surtout avant de dépenser l'argent des contribuables. Hier, la ministre de la Santé a expliqué qu'elle avait changé ses façons de faire dans un appel d'offres pour le Centre Mère-Enfant à Sherbrooke parce qu'il y avait eu un dépassement de coûts important. Pourquoi on n'applique pas la même logique avec les maternelles 4 ans? Moi, je demande un moratoire, le temps qu'on décide c'est quoi la meilleure façon d'intervenir dès la petite enfance pour favoriser la réussite. De l'éducation. Les enfants ont 4 ans juste une fois dans leur vie. Fait qu'un moratoire, là, il y a des jeunes qui vont payer pour ça, qui n'auraient pas de service. Monsieur le Président, encore une fois, les gens commandent toujours. C'est un peu difficile. Donc, 250 places qui seront ouvertes l'an prochain, ça, c'est des places pour 4 250 enfants. Coût dans le plan québécois d'infrastructure, 0. Si on avait voulu ouvrir des places pour 4 250 enfants en CPE, puisqu'ils sont déjà tous pleins, ça aurait coûté 80 millions de dollars, sans compter le coût des terrains. Et savez-vous quoi? On va quand même en développer aussi des places en CPE, mais on ne se privera pas, certainement pas, de déployer, comme on l'a dit aux Québécois lors de la campagne, en terminant, un plan ambitieux des maternelles 4 ans et d'utiliser nos classes qui sont vides. Question principale, Monsieur le député de Rimouski. On le voit trop souvent dans les médias, Monsieur le Président. Il y a des aînés vulnérables qui vivent encore des situations difficiles au Québec. On a vu des aînés qui n'ont pas 2 bains par semaine, des aînés qui sont expulsés de leur résidence, des aînés qui vivent la pauvreté, la solitude, des aînés qui vivent la maltraitance. Il nous faut au Québec un protecteur des aînés, c'est clair. La ministre a beau faire plein de visites surprises pour aller voir s'il y a des sonnettes dans les résidences. Je ne suis pas certain que c'est la bonne façon. La ministre a beau tweeter, faire des Facebook avec des beaux messages, ce n'est pas la bonne façon pour aider les aînés, protéger nos aînés. Il nous faut un protecteur des aînés, un organisme indépendant de son ministère. Est-ce que la ministre est prête à avancer avec cette solution qui est importante pour nos aînés? Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, j'aime toujours les interventions du député de Rimouski parce qu'il a à cœur les aînés, la maltraitance comme nous. Il y a eu un plan concernant la maltraitance déposé en 2009. Je connais très bien ce plan-là qui a été renouvelé par le gouvernement précédent. Il y a même eu une loi pour contrer la maltraitance et j'ai même signalé que s'il fallait aller plus loin, on serait prêt à ouvrir la loi pour qu'il y ait évidemment des je le dirai pas, là. Des quoi? Non, pour qu'il y ait financièrement, là, pour qu'il y ait des amendes. Si jamais les gens ne respectaient pas et les gens maltraitaient dans nos institutions publiques et privées. Cela étant, il y a des commissaires aux plaintes dans tous les établissements. Par ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des commissaires aux plaintes embauchés par les propriétaires de ressources intermédiaires ou de CHSLD privés non conventionnés et qu'ils doivent se rapporter, ces commissaires aux plaintes, à la personne qui l'embauche. Je considère qu'il faut mettre fin et un frein à cette pratique. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Mais la ministre vient de dire que ça ne marchait pas. Moi, ce que je lui dis, la ministre, elle ne peut pas se porter comme la juge, celle qui décide, puis la seule qui va juger que si les aînés sont bien traités au Québec, puis c'est tout porté sur ses épaules, puis moi, je vais faire des visites dans des CHSLD, puis je vais défendre les aînés. Elle ne peut pas faire ça. Ça nous prend un protecteur des citoyens, un organisme qui va intervenir, qui va être indépendant de son ministère et des stratégies de communication du ministère. Quelqu'un d'indépendant qui va défendre les aînés vulnérables au Québec. On est rendu là. On est vraiment rendu là.
Madame la ministre responsable des aînés. Je ne suis pas contre le fait d'évaluer et de regarder cette proposition-là, sauf que, Monsieur le Président, nous avons le protecteur du citoyen qui nous alerte souvent. Il y a le vérificateur général, il y a le Conseil de la protection des malades, il y a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a une unité spécialisée en maltraitance qui va avec le plan d'action pour combattre la maltraitance. Il y a les commissaires aux plaintes. Il y a donc énormément de moyens. S'il faut mettre une autre infrastructure, bien là, il va falloir en parler et la justifier, cette infrastructure. Mais je considère que les commissaires aux plaintes actuellement dans les établissements ont également l'indépendance pour être en mesure de rapporter les plaintes. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. L'autre jour, dans une résidence à Laval, l'Éden, je crois, la ministre a dit, quand il y avait eu des problèmes, elle a dit aux aînés, appelez la police ou appelez-moi. Mais ça ne marche pas. C'est ça qui ne marche pas. Les aînés, là, tout le paquet de patentes qu'elle vient d'expliquer, les aînés, ils ne savent pas ça quand ils sont pris à sortir de la résidence en panique, puis ils ne savent pas où aller. Ils n'ont pas ça quand ils sont maltraités, puis ils se font voler des fois par des enfants ou de la famille. Ils n'ont pas ça en avant d'eux autres. Ça prend quelqu'un au-dessus qui va avoir une vraie stratégie pour défendre ces aînés vulnérables-là. Et on est rendu là. Ça a pris du temps, mais je pense qu'on est rendu là. Ça nous prend un protecteur. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, quand on a déposé un plan d'action en 2009, il y a des gens ici qui disaient il y a seulement les femmes et les enfants qui sont maltraités. On s'est rendu compte que les personnes aînées étaient maltraitées et surtout nos personnes aînées vulnérables qui ne sont pas capables d'en parler. Aujourd'hui, on a une loi. Oui, on a une loi qui n'est pas parfaite, mais on a quand même une loi pour dire qu'il y a de la maltraitance institutionnelle. Il y a donc eu une évolution dans le temps par rapport à la maltraitance. Si jamais il faut aller plus loin, Monsieur le Président, je ne suis pas fermée à l'idée. Je suis vraiment pas fermée à l'idée qu'on fasse en sorte de protéger toutes nos personnes vulnérables dans notre société. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Alors, Monsieur le Président, dans le dossier de la nomination du PDG d'Investissement Québec, il subsiste encore des questions. Alors, on se rappelle que le nouveau PDG, son salaire va passer non pas de 500 000 par année à 800 000 par année, mais de 500 000 par année à 1 million de dollars par année, et que le ministre de l'Économie n'y voit aucun conflit d'intérêt, ce que je trouve assez fascinant en soi. En 8 heures de crédit passé avec le ministre, on a compris qu'il veut modifier le rôle d'Investissement Québec, mais qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les structures, qu'il n'y aura pas de fusion avec d'autres organisations. Sa seule justification pour augmenter le salaire, c'est vraiment de se fier aux normes du marché. Hier, le ministre s'est engagé à déposer les documents qui justifient de doubler le salaire du nouveau PDG d'Investissement Québec. Quand est-ce qu'il va les déposer? Une date, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je me suis engagé effectivement à rendre public des documents. Je rappellerai à la collègue que j'ai eu la chance de participer au conseil d'administration, entre autres, de la Caisse de dépôt, où nous avions, en 2009, tout changé la rémunération, qui a fait beaucoup de tollé à l'époque et qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors, j'ai effectivement beaucoup d'informations de marché disponibles et je vais tenter de les mettre ensemble. D'ailleurs, j'ai commencé hier soir. Et quand, je dirais d'ici un mois, ça me ferait plaisir, je verrai le forum approprié pour partager avec tout le monde, en fait, la population du Québec, les données que j'ai utilisées pour arriver avec une rémunération. Je profite de l'occasion, il me reste quelques secondes, pour dire encore une fois que cette rémunération-là, elle est un salaire de base, évidemment, et il y a aussi une composante qui est variable sur des objectifs qui vont être assez élevés en termes de pouvoir permettre de payer la bonification, qui va varier entre 0 et 20 pour le court terme, et 0 et 70 pour le long terme, donc maximum 90 mais qui doit devoir adresser des objectifs très hauts, considérant nos objectifs gouvernementaux. Donc, je pense que la population va être très confortable quand j'aurai rendu public ces renseignements. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, puisqu'il a pris la décision d'augmenter le salaire du PDG d'Investissement Québec, le faisant passer de 500 000 à 1 million de dollars, je présume qu'il a déjà ces documents-là. Alors, ce que j'entends de la part du ministre, c'est qu'il va travailler pour nous fournir ces documents-là et que d'ici un mois, ça va être rendu disponible. Mais la décision, elle n'a pas été rendue dans un mois, elle a déjà été rendue aujourd'hui. Alors, sur quelle base il s'appuie pour faire les changements? Est-ce que c'est maintenant qu'il va aller retrouver l'information nécessaire pour soumettre ça à la population? Où sont les documents qu'il a utilisés pour doubler le salaire du PDG d'Investissement Québec? Monsieur le ministre de l'Économie. Premièrement, on n'arrête pas de dire doubler le salaire. Je pense qu'il faut faire attention. Là. La sémantique est importante. Le salaire du PDG de 500 000
alors que le prédécesseur faisait, j'oublie le chiffre, 380 400 000. Les objectifs, encore une fois, sont basés, ou la bonification, je m'excuse, sont basés sur des objectifs très précis qui sont liés à l'augmentation d'investissements étrangers, ce qu'on n'a pas eu depuis 5 ans, sur la réduction de l'écart de productivité des PME du Québec qui s'est élargi depuis 5 ans. Alors, si on peut livrer des performances d'Investissement Québec qui vont adresser ces deux enjeux-là, nous serons heureux de payer la bonification. La bonification a été changée au mois de juillet 2018 quand j'ai parlé au premier ministre. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je réitère, Monsieur le Président, que cette information devrait être disponible aujourd'hui puisque la décision a déjà été prise. Mais j'aimerais revenir sur la chose suivante. Pendant les prochains mois, les 8 prochains mois, nous allons avoir un PDG d'Investissement Québec dont la rémunération est à 500 000 $. Nous allons avoir un deuxième PDG d'Investissement Québec dont la rémunération est à 1 million de dollars par année. Nous allons avoir 2 PDG en même temps pendant une longue période. Est-ce que le ministre ne commence pas à trouver que la situation est un peu indécente pour les contribuables québécois? Monsieur le ministre de l'Économie. L'information est fausse. Premièrement, le nouveau PDG a commencé, évidemment. Le PDG actuel termine son emploi à Investissement Québec le 31 juillet 2018. Il va y avoir 3 mois de chevauchement. 2019, excusez. Il y a 3 mois de chevauchement qui est essentiel pour une position aussi importante. Il y a même 2 dossiers. Un qui va être annoncé pour les premiers ministres dans quelques semaines, un dossier important que M. Côté va piloter et qu'on a besoin de lui. Alors, 3 mois de chevauchement, ce n'est rien considérant la position importante. Donc, je pense que c'est faux de prétendre qu'il va y avoir un chevauchement de 8 mois. C'est pas exact. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, les chaînes humaines sont de retour autour des écoles publiques de Montréal et cette fois, c'est pour dénoncer le changement aux indices de défavorisation. Ça a l'air technique, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des enfants défavorisés qui pouvaient manger un repas à 1 $ hier, qui ne pourront plus manger un repas à 1 $ demain. Ça veut dire des classes plus nombreuses avec moins de spécialistes pour en prendre soin. Ça veut dire des activités parascolaires qui vont coûter 3 fois plus cher. Bref, ça veut dire que des écoles qui ont déjà été affamées par les coupures libérales vont devoir encore se serrer la ceinture. Dans une société riche comme la nôtre, c'est un vrai scandale, Monsieur le Président. Et si c'est comme ça que le gouvernement traite sa première priorité, eh bien, c'est inquiétant pour les autres. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut, ici et maintenant, rassurer les parents et s'engager clairement à ce qu'il n'y ait aucune coupure, et je dis bien aucune coupure, ni dans les services aux élèves, ni en aide alimentaire, ni dans les activités parascolaires? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ça me fait plaisir de rassurer les gens, mais il faut faire attention de ne pas leur faire peur non plus pour rien. On ne peut pas parler de coupure quand on ajoute 12 millions à un budget qui était de 120 millions. On fait une augmentation d'une seule année de 10 %. C'est pas une coupure, là. C'est une bonification très importante d'un programme pour les élèves les plus vulnérables, pour les écoles qui sont situées en milieu défavorisé. Donc, c'est le contraire d'une coupure. Évidemment, dans notre façon de compter l'argent qui s'en va aux commissions scolaires, on tient compte des nouveaux indices de défavorisation. On pourrait penser, en survolant le dossier, que là, il y a des écoles qui étaient, supposons, défavorisées 10, donc très défavorisées, qui, on le constate, 10 ans plus tard, sont maintenant défavorisées 6, donc beaucoup moins défavorisées. On pourrait dire, bien, ces écoles-là vont subir des coupures. Ça n'arrivera pas nécessairement. On rajoute 12 millions et l'argent passe par les commissions scolaires par ce qui s'appelle le comité de répartition des ressources. Et c'est un comité très important sur lequel les directions d'école prennent les décisions. Et c'est là que la répartition des ressources va se faire, à l'échelle régionale. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait des coupures quand on rajoute de l'argent. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Le ministre est visiblement tout fier du 12 millions de dollars qui était dans le dernier budget, mais si c'était assez, il n'y en aurait pas des chaînes humaines ce matin. La réalité, c'est que ni les parents, ni les profs, ni les écoles sont rassurés. Et ils ont raison, parce que des coupures, il va en avoir. À Père Marquette, dans ma circonscription, seulement 112 000 $ de moins dès l'an prochain. 112 000 $, c'est 1/8 d'une seule maternelle 4 ans. 112 000 $ de moins l'année prochaine, là, dans une école. Si ce n'est pas une coupure, c'est quoi? Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est un épouvantail. C'est ça que c'est. On fait peur au monde. Le dernier qui a fait ça, là, je pense que c'est le Jean Chrétien. À soir, on fait peur au monde. Écoutez, là, l'augmentation est là. 10 % de plus. 12 millions de plus. Mon collègue
regarde la répartition qu'il pourrait y avoir à l'école si ça n'existait pas des commissions scolaires, si l'argent partait directement du ministère et allait directement dans les écoles. En passant, même en les transformant en centres de services aux écoles, il y aura un comité de répartition des ressources pour avoir de l'équité sur le territoire, sur lesquels les directions sont là. Donc, cet argent-là ne part pas directement du ministère pour aller à l'école. Et cette pseudo-coupure-là n'arrivera fort probablement pas parce que l'argent va être réparti équitablement. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. On sait tous que le ministre n'aime pas beaucoup les commissions scolaires, mais il y a quand même une limite à leur donner la responsabilité d'une décision qui vient de son ministère. 112 000 là, dans une polyvalente dans mon comté. C'est un exemple, Monsieur le Président, mais des exemples comme ça, il y en a partout à Montréal, il y en a dans toutes les régions du Québec et dans plusieurs des comtés des députés de la CAQ également, j'en suis certain. Moi, je l'invite à se rendre sur les chaînes humaines à Montréal et à leur dire aux parents qui se mobilisent qu'en fait, ils se battent contre des épouvantails, puis qu'ils capotent pour rien, puis ils n'ont rien compris. Dans les faits, il y a des coupures, tout le monde le sait. Monsieur le ministre de l'Éducation. On a le temps d'expliquer les choses correctement. Mon collègue parle de coupures alors qu'on augmente les budgets. Il faudrait voir aussi qu'on n'a pas juste amélioré ce programme-là en rajoutant de l'argent, on l'a amélioré dans la répartition des enveloppes. Avant, c'était seulement les écoles classées de 10 à 8 qui pouvaient recevoir des fonds. Maintenant, c'est de 10 à 7. Avant, il y avait une marche incroyable entre une école classée 10 et 9, alors que quand on visite l'école, l'écart, on ne le voit pas. Maintenant, on a fait un lissage pour que ça soit plus pertinent, mieux financé, plus cohérent. Et mon collègue parlait de coupure dans le parascolaire. 140 écoles l'an prochain auront du parascolaire gratuit. Et d'ici 3 ans, dans toutes les écoles publiques du Québec, le parascolaire sera gratuit. Je ne sais pas où la coupure Question principale, Monsieur le député de Viau. Merci, Monsieur le Président. La Charte de la langue française, dont nous avons encore dernièrement en cette Assemblée célébré l'adoption, prévoit l'institution du Conseil supérieur de la langue française. Ce conseil a pour mission de conseiller la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française sur toute question relative à la langue. Le rapport Sanson 2016 le qualifiait de coquille vide devant être aboli. Lors de l'interpellation de la ministre, tout comme lors des études de crédit, la ministre responsable de la langue française a témoigné de sa grande fierté envers plusieurs organismes sous la responsabilité de son important ministère. Bibliothèque Archives nationales, la SODEC, le CALC, l'Office de la protection de la langue française. Mais rien, Monsieur le Président, absolument rien sur le travail du Conseil supérieur de la langue française. À plusieurs reprises, nous lui avons donné l'opportunité de garantir sa confiance et son appui envers le travail du Conseil supérieur de la langue française. Aucune réponse, Monsieur le Président. Avec les recommandations du rapport Sanson, suivi du silence de la ministre, nous sommes inquiets. Madame la ministre de la Culture et des Communications, responsable de la langue française. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie le collègue pour sa question. Il était d'ailleurs présent lors de l'étude des crédits relativement à la langue française, belle langue que nous chérissons tous ici. Nous avons d'ailleurs un devoir d'exemplarité, de très bien la parler. Et cela dit, c'était sa collègue ici qui prenait la parole, députée de l'Acadie, qui a tenté à maintes reprises, naturellement, encore une fois, de faire peur relativement au Conseil supérieur de la langue française. Vous savez, le Conseil supérieur de la langue française est une création de la Charte de la langue française. Et je l'ai dit, et le député ne vous dira pas. Aujourd'hui, le député de Viau, que j'aime beaucoup demeurant, tous les organismes, tous ceux et celles qui voudront travailler à la protection de notre langue française, à faire en sorte que la loi 101, pour une fois au Québec, elle soit appliquée et non tablettée comme c'était le cas au cours des 15 dernières années. Alors, tous ceux qui travailleront avec nous et qui sont là, eh bien, moi, je leur tends la main, ce sont des partenaires et des alliés. Et c'est ce que je dois dire aujourd'hui à tout le monde ici. On va travailler avec la Charte, on va l'appliquer. Ce que vous n'avez pas fait, très chers collègues. Première complémentaire, Monsieur le député de Viau, vous êtes le seul à qui appartient la parole. On est attentif. Pourtant, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la langue française était assis juste derrière la ministre. Et à aucun moment, la ministre n'a été capable de le regarder et de lui assurer sa confiance. Est-ce que la ministre entend maintenir le Conseil supérieur de la langue française ou ouvrir la loi 101 et l'abolir? Madame la ministre de la Culture et des Communications. La campagne de peur se poursuit, mais ça fonctionne comme ça du côté libéral. Alors, écoutez, je vais réconforter tous les gens qui sont ici. Le Conseil supérieur de la langue française est un organisme qui a été créé par la Charte de la langue française. Il est là
Ils travaillent avec nous et de grâce, cessez de faire peur à tous ces gens qui y travaillent. Il y a des gens hyper compétents et je le dis, nous allons l'appliquer, ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années. Et nous commençons. Et d'ailleurs, c'était assez pathétique, Monsieur le Président, de voir, entre autres, la députée de l'Acadie démolir la nouvelle présidente directrice générale que nous venons de nommer à la tête de l'OQLF. Ils n'ont rien fait pendant des années elle ridiculisait la nouvelle patronne. C'était pathétique. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Viau. La question attend toujours une réponse. Je demande oui ou non à la ministre responsable de la langue française. Est-ce que vous entendez abolir le Conseil supérieur de la langue française ou ouvrir la loi 101? Oui ou non? Madame la ministre de la Culture et de la Communication, c'est la seule à qui appartient la parole. S'il vous plaît, soyez attentifs. Oui, ça va? Vous vous êtes calmé? Bon. Monsieur le Président, c'était assez pathétique et même très triste d'entendre la députée de l'Acadie, en étude de crédit, contester et démolir la nouvelle présidente directrice générale de l'OQLF, lui disant qu'elle n'avait aucune compétence en langue française, alors qu'il s'agit d'une haute fonctionnaire qui a œuvré pendant de 30 ans, nommée incidemment, Monsieur le Président, par les libéraux, à une autre époque, à la tête de l'Office de la protection du consommateur. C'était très triste. Et moi, je vais travailler avec la loi 101 et tous ceux qui voudront l'appliquer, contrairement à ce que vous... Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est pathétique, c'est qu'au cours des derniers mois, l'utilisation des pesticides a soulevé plusieurs préoccupations. De nombreuses questions ont été soulevées suite au renvoi par le ministre de l'Agriculture, de l'agronome et du lanceur d'alerte Louis Robert. Questions d'ailleurs qui sont toujours sans réponse. Et pour répondre à ces questions, la Commission de l'Agriculture s'est saisie il y a quelques semaines d'un mandat d'initiative pour évaluer les impacts des pesticides sur la santé, mais aussi l'indépendance de la recherche et des services conseils donnés aux agriculteurs. Monsieur le Président, lors de ces crédits en agriculture, le ministre a affirmé avoir donné des instructions et avoir indiqué au président de la Commission de l'Agriculture la liste des groupes à rencontrer. Vous savez, Monsieur le Président, la CAPEUR n'est pas sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, elle est sous l'autorité des députés qui sont membres de la Commission. Même le premier ministre, hier, rappelait que les commissions sont souveraines. La situation est préoccupante. Est-ce que le ministre de l'Agriculture peut répéter aujourd'hui ce qu'il a dit lors des crédits? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Oui, Monsieur le Président, merci, Madame la députée. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans les fonds et dans la réalité, c'est que la Commission, elle est complètement souveraine. Alors, elle sera, et vous en faites partie de cette Commission, Madame la députée, vous allez être les maîtres d'œuvre et les juges de qui sera entendu, qui viendra témoigner, avec qui vous allez travailler. Alors, c'est la souveraineté là, de la Commission, Madame la députée. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Monsieur le Président, je prends acte de la réponse que fait le ministre, mais je lui rappelle que ces propos sont dans les enregistrements des crédits, qui plus est le document qui a été envoyé au président de la Commission. Lors des mêmes crédits, une collègue du ministre, dans un échange avec lui, lui a appris, il lui a indiqué la forme du mandat d'initiative, alors que ni le comité directeur ni les membres de la Commission à l'heure actuelle ont encore statué. Il y a clairement eu des échanges entre le ministre et les membres de la partie gouvernementale, et ça, c'est extrêmement questionnable. Est-ce que le ministre fait de l'ingérence dans le mandat et tente-t-il d'orienter les travaux de la Commission? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, dans les propos, il faut être prudent aussi. La députée de Maurice-Richard, qui a été ministre également, sait qu'il y a une séparation entre les commissions parlementaires ainsi qu'au niveau de l'exécutif. Et elle sait que la commission parlementaire se gouvernera en conséquence et ils auront l'occasion notamment d'échanger par le biais du comité directeur, à savoir qui ils entendront avec les membres de la commission. Alors, la Commission de l'Agriculture a accepté un mandat d'initiative pour faire la lumière en lien avec les pesticides. D'ailleurs, je tiens à souligner que les commissions parlementaires, depuis que la CAQ est au gouvernement, acceptent des mandats d'initiative, alors que ce n'était pas le cas sous le gouvernement libéral. On fait travailler le Parlement, on valorise le rôle du député. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Je comprends que je n'aurai pas aujourd'hui de réponse du ministre qui refuse de répéter ses propos et qui continue ou continuera ou ne veut pas invalider ou infirmer le fait qu'il s'ingère présentement
dans les travaux d'une commission parlementaire indépendante. Et on pourrait croire qu'il se préoccupe de la question de l'utilisation des pesticides, mais lors de ces mêmes comités, le ministre ignorait l'existence des 2 comités de suivi de la nouvelle réglementation sur les pesticides, alors que ses propres fonctionnaires y participent. À l'heure actuelle, où l'utilisation des pesticides préoccupe plus que jamais l'utilisation, le ministre devrait se mêler un peu moins des travaux de la CAPERN. Monsieur le leader du gouvernement, à vous maintenant la parole. Monsieur le Président, écoutez, le député de Bonaventure a présenté un mandat d'initiative qui a été accepté par la Commission de l'agriculture et des pêcheries et de l'alimentation. Notre gouvernement favorise le fait que les commissions soient indépendantes et qu'ils puissent se saisir des mandats d'initiative, alors que sous le gouvernement du Parti libéral du Québec, il n'y avait pas de mandat d'initiative qui était accepté. D'ailleurs, Monsieur le Président, moi-même, à l'époque où j'étais dans l'opposition, j'ai écrit abondamment au président de la Commission des institutions pour avoir des mandats d'initiative. Quelle était la réponse à toutes les fois de mes collègues du Parti libéral? Non. 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 Ça me fait penser à ma fille de 2 ans qui n'arrête pas de dire non. C'est la façon dont vous avez agi durant tout le règne libéral. Vous n'acceptiez pas des saisies de pétition, vous n'acceptiez pas des mandats d'initiative. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. À bientôt.